présente, Mylène Boivin, je suis psychologue. J'ai fait un doctorat clinique et un doctorat en recherche en psychologie. J'ai fait un post-doctorat à McGill ensuite sur un sujet un petit peu différent de l'adoption. En fait, je travaille en clinique privée. J'ai amené mes cartes, mais je présume que la majorité d'entre vous sont à Montréal, puis moi, je suis sur la Rive-Sud, donc si jamais ça vous tente de traverser le pont, vous êtes bienvenus. mais je comprends que vous ne le fassiez pas non plus. Mais si ça vous intéresse, vous connaissez des fois des personnes qui pourraient être intéressées. Moi, c'est à Belleuil. En fait, je suis propriétaire d'une clinique interdisciplinaire. Donc, il y a vraiment des services adaptés à toute la famille. Puis c'est général, là. Il y a de la nutrition, de l'ostéopathie, des services en santé mentale, de l'orthophonie, etc. Donc, Maryse, quand je suis arrivée, m'a demandé si c'était possible. Mais en fait, elle m'a parlé du format habituel, qui est, exemple, 1 heure de présentation, ensuite une pause, puis après, c'est la discussion. Si vous êtes à l'aise, moi, j'aime bien que ce soit interactif, puis que vous m'arrêtiez quand on parle des choses. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je trouve ça plus agréable. Puis pour moi, c'est une co-construction, l'échange qu'on a aujourd'hui. D'autant plus que je vous considère possiblement plus expert que moi en la matière. Donc, j'aimerais que, si possible, quand ça vous vient, de ne pas vous gêner puis d'embarquer dans la présentation. L'autre aspect, c'est par rapport à la notion de confidentialité. Le monde est petit, très, très, très petit. Puis même si ça fait quelques années que j'ai fait les entrevues avec les participants, je trouvais que ce qui était parmi les éléments les plus pertinents, c'est le verbatim des entrevues. Donc, j'ai mis certains extraits. C'est sûr que c'est des noms fictifs. L'âge est réel, par contre. Puis des fois, il y a des fois où j'ai accroché puis j'ai changé vraiment comme une information, je ne l'ai pas donnée parce que je trouvais ça trop facile d'identifier la personne. Donc, je vous demande, si jamais vous pensez que vous connaissez la personne, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez comme quitter la salle le temps qu'on parle de ces choses-là. Mais en même temps, je me dis, tu sais, j'ai assez changé d'affaires, je serais surprise que vous trouviez c'est qui parle de ces trucs-là. Mais voilà. Donc, ce qu'on verrait aujourd'hui, au départ, c'est un peu par rapport à la littérature. Qu'est-ce qu'on connaît au niveau de la littérature scientifique sur tout ce qui a trait aux notions d'identité chez les jeunes qui sont adoptés. On va parler un petit peu d'immigration parce qu'on va réaliser qu'il n'y a pas beaucoup de données scientifiques, en fait, par rapport à ce qui est adoption. On va parler de la socialisation culturelle, qui est comment les parents transmettent la culture d'accueil ou d'origine à leur enfant. Puis on va parler de discrimination. Je vais vous présenter un peu c'est quoi, moi, la recherche, ma thèse, ça consistait en quoi, puis c'était quoi la méthode de recherche que j'ai utilisée. Puis, on va parler des conclusions, qu'est-ce qui est ressorti de ce travail-là, puis on va discuter ensemble. C'est sûr qu'à la fin, bon, on est bienvenu de discuter abondamment, mais comme je vous dis, je n'arrive pas en cours de route pour apporter vos questionnements. Donc, la négociation de l'identité, c'est une tâche développementale que tous les jeunes rencontrent. Là. C'est définitivement pas propre à la situation adoptive. C'est quelque chose qui est plus fortement associé à l'adolescence, mais notre identité, elle n'est pas cristallisée jamais. C'est quelque chose qui se construit tout le long de notre vie puis qui est amené à changer en fonction des différentes expériences qu'on a. C'est quelque chose qui est co-construit. Donc, on est un peu qui on est, mais on se définit en fonction du regard que les autres nous renvoient à propos de nous. Le but de cette tâche développementale-là, notamment à l'adolescence, que ça vient plus fortement présent, c'est d'avoir une identité qui est intégrée. C'est-à-dire qu'on vit harmonieusement avec les différentes facettes de sa personne, puis on les assume pleinement. Fait que ça, c'est une tâche qu'on peut rencontrer chez l'adulte encore. C'est pas évident à faire. Chez les jeunes qui sont adoptés, c'est quelque chose qui est un petit peu complexifié, comme on va le voir. Juste vérifier. Je m'excuse si des fois je prends un petit moment. J'essaie de me souvenir justement du contenu tranquillement. Là, ça revient au fur et à mesure. Puis pour les jeunes, ce qu'on déduit en fait, c'est que quand les jeunes ont, pas nécessairement les jeunes, mais tout le monde, quand on a une identité qui est bien cohérente, ce serait associé à un meilleur ajustement psychologique. On se porte mieux. Puis, à l'inverse, quand on a une identité qui est diffuse, où on n'arrive pas à faire sens des différents éléments qui font partie de notre personne, ben
on a des petits symptômes. Ça devient comme moins évident au niveau du bien-être psychologique d'assumer qui on est à ce moment-là. Puis, dans l'aspect que c'est co-construit, il y a des enjeux de moi j'appartiens, tu sais, je m'identifie à ces éléments-là ou je m'identifie à ce groupe-là. Tu sais, il y a une notion de proximité à la fois, puis de mise à distance. Il y a des choses desquelles je me distancie puis qui me correspondent pas. Puis on va le voir que pour les adopter, des fois, ben, le regard de l'autre amène des éléments dont ils se distancient comme étant quelque chose qui est perçu comme proximal à eux. Donc ça crée une petite incohérence, une petite dissonance au niveau justement de la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc, pour les jeunes qui ont été adoptés, on va parler d'identité adoptive, puis on va parler ensuite d'identité culturelle. Au niveau de l'identité adoptive, c'est vraiment faire sens de l'histoire d'adoption, de l'histoire d'abandon que ça implique nécessairement, faire sens de plein d'éléments qui sont inconnus du jeune. Donc, trouver vraiment une façon d'intégrer à soi des trucs qu'il ignore souvent même. Donc, par rapport à sa propre histoire, par rapport à qui étaient ses parents, qu'est-ce qui a amené, qui est biologique, qui a amené à placer le jeune en adoption, au niveau, tu sais, de tout ce qui est de l'héritage génétique ou des éléments sociaux, comment c'était dans le pays d'origine. Est-ce que mes parents avaient des problèmes de santé? Tu sais, c'est un paquet d'éléments qui sont inconnus du jeune qui doit trouver façon d'intégrer à sa personne. Il y a ensuite de ça, ben, tout l'héritage de... Tu sais, il y a 2 ensembles de parents. Ça devient comme un bon défi d'intégrer tout ça en lui. Donc, les parents adoptifs, les parents biologiques. Il y a une différence, tu sais, il y a un aspect que d'autres jeunes n'ont pas, c'est la différence physique, donc par rapport aux parents. Les jeunes en général n'ont pas à se soucier de ce questionnement-là. Là, c'est quelque chose qui vient s'ajouter en fait à leur défi au niveau de l'identité à l'adolescence. Puis, le fait d'appartenir à une minorité visible, parce que je me suis intéressée, dans le cas de la thèse, c'était vraiment les jeunes qui ont été adoptés à l'international, qui étaient membres de minorités visibles. Donc, dans la très grande majorité des cas, les parents sont blancs. Donc, il y a cet écart-là aussi au niveau de l'apparence physique, puis des enjeux, exemple, comme on disait tantôt, par rapport à la discrimination ou au racisme. Le fait que tous ces éléments-là soient, pas tous, une grande partie de ces éléments-là soient inconnus, des fois sont connus et douteux, là, tu sais, des fois les jeunes ou les parents parlaient comme on a tel élément qu'on sait, mais tu sais, on n'est pas sûr si c'est vrai non plus. Ça laisse place à une très très forte fantasmatique. Donc pour les jeunes, de ne pas connaître ces choses-là, ben on essaie de faire sens comme on peut. Donc ça laisse place aux jeunes à s'imaginer plein de trucs. C'est quelque chose que, exemple, les enfants font, tu sais, des fois s'imaginer, ah, j'ai peut-être un petit frère ou une petite sœur ailleurs dans le monde, ou peut-être que, tu sais, c'est quelque chose qui existe chez les enfants en général. Puis là, c'est comme si ça ouvre, il y a une petite brèche au niveau de la fantasmatique pour les jeunes qui ont été adoptés. C'est comme si ça pouvait être une réalité aussi. Donc, il y a comme quelque chose qui se construit par défaut dans l'imagination aussi de ces jeunes-là, ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout, mais ce qui peut être surprenant. Moi, c'est l'élément qui m'a le plus surpris dans les entrevues. Il y avait un auteur qui appelait ça le Ghost Kingdom, le royaume des fantômes. Puis moi, quand j'étais confrontée à ça, de voir toute la vie fantasmatique qui existait chez les jeunes autour des éléments qu'ils ne connaissent pas, j'étais un peu surprise. puis j'ai aussi compris qu'ils n'en parlaient pas beaucoup à leurs parents. Fait qu'il y a un petit monde en dedans de vos enfants qui gardent pour eux tout secret. Puis c'est sain, c'est quelque chose qui les aide à construire leur histoire et à faire sens de qui ils sont. Mais c'est quand même fascinant de voir tout ce qui les habite en dedans d'eux, puis qui gardent souvent que pour eux. Donc c'est un petit peu, il y a des éléments comme je dis, en fait, ça devient un petit peu plus complexe, puis il y a des éléments parfois qui sont même contradictoires, qui doivent trouver façon de bien intégrer dans leur identité. Chez les jeunes qui sont adoptés, c'est associé à l'adolescence, quand on les compare à une population qui n'a pas été adoptée, il y a plus de symptômes à l'adolescence, comme au niveau psychologique. Puis quand on dit psychologique, il y a des symptômes psychologiques qui sont comme plus internalisés, comme anxiété, dépression, puis il y a les symptômes psychologiques comme plus de type passage à l'acte, donc un petit peu plus
de rébellion à l'adolescence. Ça rentre tout dans cette grande sphère-là de l'ajustement psychologique. Je veux juste être sûre de ce que je dis. Puis, ce que certaines études ont montré, c'est que malgré qu'il y ait plus de symptômes, quand les jeunes sont adoptés au sein d'une famille qui a la même origine ethnoculturelle, l'ajustement psychologique est comparable à la population qui n'a pas été adoptée. Donc, il y aurait comme un enjeu, c'est pas ce que la recherche dit, mais c'est comme si entre les lignes, ça dit qu'il pourrait y avoir un enjeu supplémentaire par rapport à la différence au niveau de l'origine ethnoculturelle entre l'enfant et les parents. Il y a eu beaucoup de controverses. Si je me souviens bien, c'était beaucoup dans les années 70, puis ensuite ça s'est modifié. Mais il y a plusieurs groupes et rencontres qui se sont faites par rapport aux droits des personnes, des enfants et tout ça. Puis, ce qu'on soulevait comme idée, c'est justement que ce qui était le plus bénéfique, ce serait de placer les enfants dans des familles qui sont de la même origine ethnoculturelle. Puis, installez-vous. Puis, en fait, ça amenait quand même un souci, tu sais, de justement l'aspect comme est-ce que les parents blancs, je veux pas, je suis pas plus à l'aise avec caucasien, donc je vous dis blanc pour trouver un mot avec lequel on peut échanger. Mais est-ce que ces parents-là sont capables de transmettre la culture d'origine de l'enfant? Là, ce que les groupes disaient, c'est ben moi, je suis pas on n'est pas certain, puis on pense que c'est dommageable pour ces jeunes-là. Puis bon, il y a eu beaucoup de controverses là-dedans, puis l'idée, au final, ça a été, ben tant qu'à, un enfant qui n'a pas de famille, c'est pas mal pire qu'un enfant qui trouve une famille puis que les parents ne sont pas les plus habiles à lui transmettre son héritage ethnoculturel d'origine. Fait que l'idée, c'est comme, si possible, on le place dans une famille qui partage la même culture. Si c'est pas possible, ben on essaie que ces parents-là transmettent justement ce qu'ils peuvent de son héritage ethnoculturel pour l'aider, en fait, dans le développement de son identité, dans le but qu'il y ait un meilleur ajustement psychologique, qu'il se sente mieux, plus à l'aise avec qui il est. Donc, si vous m'avez bien suivi, la recommandation, ça a été, on va faire de la socialisation culturelle. C'est ce qu'ils recommandent aux parents, en fait, qui adoptent. La socialisation culturelle, c'est un terme qui est issu de la littérature sur l'immigration. Puis, ça implique, en fait, que le parent immigrant, on sort de la situation des jeunes adoptés, que le parent immigrant va, exemple, arrive au Québec, il va quand même décider ou non de transmettre sa culture d'origine à son enfant, même s'il grandit au Québec. Donc, de faire un peu un mélange de ces deux cultures-là au sein de son identité. Donc, il y a l'aspect par rapport à la culture, puis il y a l'aspect par rapport à la préparation au biais, c'est-à-dire amener l'enfant à être outillé à répondre aux expériences de discrimination s'il en rencontre. Donc ça a l'air bien beau comme ça. Puis là, on a dit aux parents adoptifs, faites ça, tu sais, c'est ça que les parents immigrants font. Mais on n'a pas nécessairement pris en... Tu sais, faites attention à l'aspect que les parents adoptifs, ben, ils peuvent... C'est difficile de transmettre un héritage qu'ils ne possèdent pas. C'est difficile, tu sais, par rapport à la culture, mais c'est encore plus... Ben, c'est difficile par rapport à la culture parce que la culture, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe puis qui est vécu comme viscéralement, puis, tu sais, qui influence jusqu'à même le développement du cerveau. Tu sais, il y a comme quelque chose qui était un petit peu paradoxal en demandant ça aux parents, mais on comprend que, tu sais, on peut pas être contre la vertu, là. C'est juste que dans la réalité, c'était un petit peu plus complexe que je pense ce qu'ils pensaient en annonçant ces recommandations-là. L'autre aspect, c'est par rapport à préparer le jeune à la discrimination ou au racisme. Puis là, en tant que blanc qui appartient à la majorité au niveau culturel, ben ça devient un petit peu difficile parce qu'on a, en tant que personne, on se perçoit comme, tu sais, bon et gentil et compétent, ou en tout cas, on cherche à se percevoir d'une façon positive. Donc là, ça implique que notre groupe d'appartenance culturelle peut ne pas être, tu sais, si bon et gentil. Tu sais, ça amène à reconnaître justement qu'il existe de la discrimination, qu'il existe du racisme, puis que ça fait partie du groupe. Puis c'est quelque chose que
les parents blancs ont de la difficulté à faire. C'est ce qu'on appelle l'attitude colorblind. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu difficile de saisir les nuances de la discrimination puis du racisme quand ça n'a jamais été vécu. Puis quand on n'a pas jamais au cours de notre vie été sensibilisé à ça, honnêtement, on l'est très, très peu. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait à l'école. Tu sais, il faut qu'il y ait eu quelque chose qui amène une personne qui en a jamais été victime à se pencher sur la question. Puis, il y a la notion de white privilege parce que, en plus d'avoir cette attitude-là colorblind qui est un peu tout le monde est pareil, tout le monde est égaux, tu sais, c'est très vertueux comme philosophie, mais c'est pas la réalité, tu sais, dans le sens, ça semble bien comme ça, mais tu sais, pour le jeune qui a été adopté, exemple, qui vit une expérience de discrimination, que ses parents ont un discours comme oui, tu sais, mais tout le monde en est égaux, puis toutes ces choses-là, mais pour lui, c'est un petit peu difficile parce que là, le parent, il nie un peu son expérience, puis il lui donne pas les outils nécessaires pour faire face à ça. La notion de white privilege, c'est qu'on a des privilèges en tant que blanc qui sont très difficilement... qu'on a de la difficulté à saisir et à reconnaître parce qu'on a toujours grandi là-dedans, puis qu'on n'a jamais été amené à se questionner sur le fait que juste parce qu'on est blanc, on a des privilèges que les autres groupes ethnoculturels n'ont peut-être pas. Puis ça peut être très nuancé. Là. Des fois, on voit quelque chose de gros, mais juste que dans les plus petits détails, il y a quelque chose qui fait qu'on a une position privilégiée, que le jeune qui a été adopté, de lui transmettre ces aspects-là, ça demande un bon travail d'introspection puis une très, très grande ouverture d'esprit. Puis c'est comme si ça demande aussi d'être conscient de choses qu'on peut pas être si conscient que ça non plus. Fait que bref, dans la littérature, ça semblait bien beau. Comme pas mal toujours, dans la littérature, ça semble bien beau. Est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je vais trop vite? Oui. Ouais. L'autre aspect, c'est que quand on regarde un peu dans les pratiques réelles, il y a les recommandations, quand on regarde dans ce qui se passe dans la vraie vie, dans les familles qui ont adopté, ce qu'on réalise, c'est que les parents, ils partent avec de belles intentions, puis au fil du temps, ça se transforme. Les parents vont mettre de plus en plus d'emphase sur la culture d'accueil, donc sur la culture québécoise, et non sur la culture d'origine de l'enfant. Puis ils vont avoir tendance à percevoir les deux cultures comme étant de plus en plus incompatibles, puis ils vont minimiser les différences entre eux et leur enfant. Puis ça, c'est très important, on va en reparler à la toute fin. Puis, ce qu'on réalise, entre autres, c'est par rapport à la socialisation culturelle, c'est qu'il y a des parents qui décident, exemple, en adoptant, de déménager puis d'aller dans un endroit où il y a une plus grande diversité au niveau de la culture. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça aide le fait d'habiter dans un endroit où, justement, il y a différentes cultures qui se côtoient. Exemple, Montréal versus un village comme d'où je viens. Ça aide en soi à développer, c'est plus favorable justement au développement chez jeune d'une identité qu'on appelle biculturelle, ou son identité québécoise, son identité, exemple, de l'héritage vietnamien, si on prend cet exemple-là, arrive à mieux coexister ensemble. C'est associé à justement plus de facilité à conjuguer les deux cultures ensemble. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on est, exemple, à Montréal, qu'on vit moins de racisme. Puis, c'est très similaire, l'exposition aux expériences de discrimination, peu importe le milieu. Donc, il y a aussi des pratiques qui sont différentes entre parents adoptant, exemple, un enfant qui est noir ou un enfant qui est d'origine asiatique. Les parents avec un enfant noir vont plus le préparer à l'éventualité d'être victime de discrimination, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'on va le voir, c'est le cas aussi, c'est réel. Par contre, ils ne vont pas nécessairement favoriser le développement de l'identité, de son identité culturelle d'origine, c'est-à-dire vont le préparer à vivre la discrimination, mais puis là, ça devient complexe parce qu'au niveau de l'identité noire, par exemple, le jeune est adopté du Congo,
tu sais, la culture congolaise, c'est pas évident à transmettre. Puis là, je pense qu'on tombe un petit peu aussi dans le... Surtout quand on la connaît, ben, peu importe quelle culture, là, pas évidente à transmettre. Mais c'est dans le sens qu'il existe une néoculture, tu sais, la culture excusez pas néo, mais afro-américaine. Puis celle-là, on la connaît beaucoup plus. Puis on est beaucoup plus exposé à... Fait que ce que les parents font quand ils font de l'exposition culturelle, c'est qu'ils exposent souvent leurs jeunes à tout ce qui est la culture afro-américaine. Puis on va voir aussi que c'est pas nécessairement problématique, là. Mais c'est pas ça, tu sais, si on se fie aux recommandations, là, tu sais, théoriques des auteurs savants, là, qui nous disent quoi faire, là, ben ça correspond pas à ce qu'ils nous proposent, tu sais. Puis donc, tout ce qui est, ben, tu sais, culture afro-américaine, j'imagine, vous voyez ce que je veux dire, là, tout ce qui est plus culture hip-hop, là, ou ces choses-là. Puis, l'autre aspect, c'est qu'on réalise que plus on prépare le jeune à l'éventualité, exemple, d'être victime de discrimination, plus en dedans de lui, c'est anxiogène, puis il se dit moi, là, cette partie-là de moi, je la veux pas, là. Tu sais, ce qu'on dit à l'enfant, c'est comme le fait, exemple, que tu sois noir, ou que tu sois adopté, ou que tu viennes de tel pays, bien, ça te prédispose à vivre des expériences négatives. Tu vas avoir de la difficulté, tu sais, exemple, à te faire des amis, ou que tu vas te faire niaiser sur ces choses-là. Tu sais, pour l'enfant, c'est pas évident. Déjà, là, tu sais, ils ont déjà plein de petits défis, puis on y rajoute ça. Donc, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver là-dedans. Tu sais, puis en tant que parent, là, je suis pas mal sûre que, tu sais, vous passez votre temps à vous demander si vous faites la bonne affaire, qu'est-ce qu'il faut faire, puis on se fie sur un peu tout le monde, on se fie sur les experts. On va en reparler dans la discussion des recommandations que moi, je trouve qui sont à privilégier. La discrimination, c'est vraiment quelque chose de terrible. Pour toutes les personnes qui vivent, pas nécessairement juste les adoptés, mais peut-être un petit peu plus aussi parce que leurs parents sont moins outillés à les préparer à faire face à ça. Mais c'est quelque chose qui est associé à l'exposition à la discrimination. Là, c'est clair scientifiquement que c'est associé à une augmentation des symptômes au niveau de la santé mentale, mais incluant aussi de la santé physique. Ça a un impact jusque dans la santé physique d'une personne de vivre des expériences de racisme ou de discrimination. On parlait plutôt que l'identité, c'est quelque chose qui est co-construit, c'est quelque chose qu'on développe en relation avec l'autre, avec le reflet qu'il a de nous et tout ça. Quand on reçoit un reflet négatif, ben on n'a pas mis l'option, tu sais, on décide de s'en défendre, on décide, tu sais, faut faire quelque chose de ça, mais on est à risque aussi de se dire, ben crime, tout le monde qui me regarde me renvoie ce reflet-là négatif de moi, ça doit être qui je suis. Donc le jeune est à risque, dans les expériences de discrimination, d'internaliser ce reflet-là négatif. Puis on va voir, c'est arrivé à un de nos jeunes dans l'entrevue, les entrevues qu'on a faites. Ça peut amener justement le souhait d'appartenir à la culture dominante, dire, ben moi, cette partie-là de moi, j'en veux pas. Fait que je préférais être québécois. Puis il y en a que c'est même, tu sais, c'est des pas pires défenses qui se mettent en place. Là. C'est vraiment une perception parfois de soi comme étant... J'aurais dû retrouver, si je me souviens bien, tu sais, dans une étude qui était comme pan-canadienne, là, je juste, tu sais, bémol, mais je suis quand même sûre à 90% de ce que je vais affirmer. Mais il y avait 7% des jeunes qui étaient membres de minorités visibles, tu sais, adoptés, qui se sont définis comme blancs. Donc vraiment, ça amène même un déni, tu sais, par rapport à cet héritage-là ethnoculturel, puis un plus fort désir d'appartenir à la culture dominante. C'est un peu normal aussi parce que, comme on va le voir, ils grandissent que là-dedans, dans la culture, tu sais, québécoise. Mais bon, c'est pas l'issue la plus favorable là, de se percevoir comme blanc parce que ça crée énormément de dissonance justement avec le reflet que les autres peuvent lui renvoyer à son égard. Une identité ethnique qui est plus forte, donc quand le jeune justement arrive à développer un petit peu cette identité biculturelle-là, où son origine ethnoculturelle prend davantage de place, c'est associé à une plus grande capacité à reconnaître les expériences de discrimination. Puis on va le voir aussi dans les entrevues que nos jeunes ne sont pas bien bons là-dedans. Puis c'est pas une mauvaise chose. Tu sais, je trouve des fois on a tendance à... faut faire... en psychologie, on a tendance...
à percevoir une défense comme quelque chose qui est pas une bonne chose, c'est pas le cas. On se construit avec des défenses, puis c'est quelque chose qui nous permet de survivre dans un environnement qui pourrait être très difficile ou avec des expériences internes ou des émotions qui seraient trop souffrantes. Donc, des fois, ça a l'air, des fois, on va voir dans les entrevues, on va être comme « oh boy », mais c'est le meilleur aménagement que le jeune a réussi à se construire, puis c'est ce qui lui permet justement de continuer à fonctionner. Puis, c'est ça, ceux qui ont une identité ethnique qui est plus forte vont être capables de mieux les reconnaître, ces situations-là, et de, évidemment, mieux les gérer par la suite. Vont être moins menacés par ces expériences-là. Les principales sources de discrimination, les jeunes, c'est définitivement à l'école qu'ils vivent ça. Puis, ça vient des deux côtés, autant des membres de la culture d'accueil que des membres de la culture d'origine. Fait que là, on se trouve un petit peu dans un entre-deux identitaire. J'appartiens pas tout à fait à la culture québécoise, puis j'appartiens pas tout à fait à la culture de la Chine, d'où je viens, ou peu importe le pays que... Fait que là, ça devient vraiment pas évident de faire sens de ces deux appartenances-là au niveau culturel. Donc, ça, c'était un petit peu le topo que j'avais au départ. J'ai décidé de faire une revue de la littérature qui était très exhaustive parce que plus je lisais, plus je réalisais qu'on donnait des recommandations un peu dans les airs. Puis là, je me dis, ben voyons, ça, c'est-tu vraiment par rapport, tu sais, ont-tu cet expert-là qui se positionne par rapport à ça, il a pris ses données où? Ben, il a pris ses données un petit peu nulle part. Il a pris ses données dans la littérature, de la littérature propre à l'immigration. Il a pris, tu sais, OK, on parle de préparation au biais, mais, tu sais, aux expériences de discrimination, mais là, on parle tout le temps des immigrants. Fait qu'au niveau de ce qui est vraiment les... Juste vérifier, je les mets en deux. OK. Ce qui est vraiment de la population adoptive, je réalise en faisant quelque chose qui est là, tu sais, très fastidieux, là, la partie pas le fun de la thèse, lire tout ce que tout le monde a écrit sur ton sujet, ben on réalise que c'est vraiment dans les airs, en fait, que les experts nomment ça, mais qu'il n'y a pas d'études en tout cas, il n'y a pas certainement un corpus d'études qui sous-tend ce que les recommandations disent officiellement. Donc, il n'y a pas de lien entre socialisation culturelle et développement d'une identité ethnique. Là, je suis comme, OK, mais là, tout le monde dit qu'il faut comme socialiser puis préparer le jeune justement à... Ça me fait penser, si vous voulez que je vous envoie le PowerPoint après, là, ça me fait plaisir. Mais tu sais, qu'on prépare le jeune ou tu sais, qu'on l'expose à des éléments justement par rapport à sa culture d'origine, c'est même pas nécessairement associé au fait qu'il va développer cette identité-là au niveau biculturel. Il n'y a pas de lien entre... excusez, je me suis mal exprimée. C'est pas qu'il n'y a pas de lien, c'est qu'on n'a pas montré qu'il y avait un lien entre identité ethnique et meilleur ajustement psychologique. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait qu'il y ait une identité biculturelle pour être mieux ajustée au niveau psychologique. Mais c'est pas le cas, mais on le sait pas. D'une étude à l'autre, c'est très, très, très contradictoire. Puis là, dans les recommandations des auteurs, on continue de recommander le développement d'une identité biculturelle, quand au niveau de leur échantillon, les adoptés, ils sont généralement assimilés à la culture québécoise, puis ils vont super bien. Donc là, je me dis, là, j'ai trouvé le bon sujet. Puis au niveau de la méthodologie, c'est très pauvre, là, tu sais, c'est pas des grosses études à gros budget non plus. Puis là, moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est tout ce qui a trait à la discrimination. Puis ça, il n'y en a pratiquement pas d'études qui se sont penchées sur le sujet. Il y a des études au niveau plus statistique. Tu sais, est-ce que, avez-vous été déjà comme victime de discrimination? Donc, on a un essai, un petit portrait de, parce qu'ils sont adoptés, ils vivent de la discrimination. Mais là, ce qu'on va voir dans les entrevues, puisque ça suggérait un petit peu dans les diapos avant, c'est que les jeunes adoptés, c'est pas les meilleurs à reconnaître ces expériences-là. Fait que là, on se ramasse avec des données qui sont pas très valides parce qu'on y va avec des questionnaires, tu sais. Fait qu'il y a très, très peu d'études sur la discrimination, puis encore moins sur l'impact que ça peut avoir sur le jeune au niveau de son ajustement psychologique, puis au niveau du développement de son identité culturelle ou biculturelle. Fait que ce qui a été très hot en études d'adoption, c'est tout ce qui était développement socio-cognitif, toute la relation d'attachement, ces choses-là. Ça, il manque pas d'études là-dessus.
Puis c'est pas une mauvaise chose parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Tu sais, en soi, c'est comme la cerise sur le sundae, là, que le jeune développe-tu une identité biculturelle ou non. L'enjeu principal, c'est définitivement pas ça, c'est qu'il soit attaché à sa famille, à ses parents, puis qu'il se développe de façon relativement normale. Donc, tu sais, aujourd'hui, on se penche là-dessus, mais c'est un sujet pointu qui arrive après bien d'autres affaires. Ça, c'est ça qu'on a dit, qu'il y avait peu d'études là-dessus, que les études, c'est ça, se penchaient sur l'immigration, puis ça n'a pas de lien. Donc, ce sur quoi moi je me suis intéressée, c'était au travers d'entrevues qualitatives. Donc, moi, je trouve ça, tu sais, en psychologie, puis moi, je suis très psychologie clinique, là, de passer des questionnaires, ça me correspondait pas. Puis, de faire des entrevues, ça permettait de répondre davantage à mes questions de recherche. Donc, de comprendre, tu sais, comment les jeunes, ils vont négocier leur identité à l'adolescence, comment ils vont faire pour intégrer leurs deux cultures, comment ils vont faire ça de par le fait qu'ils appartiennent à une minorité visible, puis quel impact, tu sais, comment ça vient influencer le fait qu'ils puissent justement vivre des expériences de discrimination, quel impact ça peut avoir sur la façon qu'ils vont négocier leur identité. Donc, les jeunes ont été recrutés principalement de par le Centre jeunesse de Montréal. C'est eux qui avaient les dossiers d'adoption. Puis, une personne, de par toutes les démarches que j'ai faites, qui, par un autre organisme, a participé. Donc, c'était des entrevues semi-structurées, environ 1h30, 2 heures, avec le jeune. Ça portait sur son histoire d'adoption, sur son identité, comment il vit son adolescence, la culture, la discrimination, puis ces deux familles. Il y a 14 participants qui ont participé à l'étude. Âgés entre 12 et 17 ans, ils ont tous été adoptés avant l'âge de 3 ans. C'était tout un développement normal, là. Il n'y avait pas d'adoption tardive, il n'y avait pas de grosses problématiques là, au niveau des jeunes parce que là, ça aurait été une variable de plus à analyser. Puis, déjà dans les entrevues, dans les devis de recherche qualitatifs, c'est moins fort au niveau de la structure empirique, là, donc on essaie d'écarter le plus de trucs. Fait que c'est vraiment 14 jeunes avec un développement assez standard là, dans la normale. La très grande majorité, donc 13 sur 14, venaient de pays d'origine asiatique, puis il y a un jeune adopté de la République du Ghana. Puis les données vont être présentées séparément parce que ça n'a rien à voir entre les jeunes qui ont été adoptés de pays d'Asie et le jeune noir. Donc, analyse des données, est-ce que ça vous intéresse tout particulièrement? Je me dis que non, mais c'est vraiment comme, tu sais, à partir du verbatim, d'analyser ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, d'essayer de ressortir le discours qui émerge de tout ça, puis d'en faire quelque chose qui ressemble à une théorie. Là, c'est sûr qu'avec 14 participants, c'est pas la grosse théorie de l'année, mais c'est de voir justement qu'il y a des choses qui sont en commun avec ces jeunes-là, puis comment ils vont tu sais, qu'est-ce qu'on peut extraire de leur verbatim, puis c'est important tu sais, pour quelqu'un qui a une approche clinique, de voir quels mots ils utilisent, comment ils en parlent, de quoi ils parlent pas. Donc, c'était toutes ces choses-là que ça me permettait en faisant un devis qualitatif. Donc, je vais vous présenter au début les résultats pour les jeunes qui étaient adoptés de pays d'Asie. Donc, pour tous les participants, leur identification principale, c'est à la culture d'accueil. Donc, pour eux, tous les participants se perçoivent principalement comme québécois. Le Québec, ça prend toute la place, c'est notre vie, c'est une grande place. C'est quand même le pays où j'ai grandi, alors ça a quand même une grande signification. Donc, ils s'identifient tous principalement au Québec, mais ils ont très peu de connaissances sur le Québec, sinon celles qu'on apprend au secondaire sur l'histoire du Québec. Puis, ça les intéresse pas pantoute. Par contre, ils ont beaucoup de connaissances ils s'identifient très peu à leur pays d'origine, mais ils ont beaucoup de connaissances par rapport à ça. Puis là, c'est sûr, au niveau des conditions de vie, les circonstances, excusez-moi, qui ont pu amener leur mise en adoption. Bon, là, tu sais, j'entendais mot pour mot leurs parents, là, quand ils me parlaient de ça. Fait que, tu sais, c'était...
Mais je trouvais ça quand même intéressant. On parle, quand on parle du fait, exemple, qu'on est blanc, on se questionne pas là-dessus, ben on est québécois, on n'est pas comme je vais te transmettre ta culture québécoise. Fait que il y avait un enjeu par rapport à ça qui est juste naturel aussi. Hein. Donc ça devient dur un petit peu de se positionner pour les jeunes. Leur pays, leur culture d'origine, elle fait inévitablement partie d'eux, mais là, c'est comme, je fais quoi avec ça? Je m'identifie pas à ça. Ou, quand c'est comme un pays très lointain de moi. Ben, le Vietnam, en tant que tel, pour moi, c'est juste un pays. Ben, c'est sûr que, je suis pas fermée à la culture vietnamienne, mais je suis pas particulièrement très, très intéressée. Puis là, on va voir, là, c'est un paquet d'affaires mélangées, que c'est dur. On voit que c'est dur, d'intégrer ça puis de faire sens de tout ça. Fait que là, en même temps, ils se sentent à l'aise avec les gens de la même origine ethnoculturelle qu'eux. Ils sentent une certaine connexion. Je me sens près d'eux, même si je les connais pas. Mais là, en même temps, ils sont pas super à l'aise parce que il y a une similitude au niveau physique, mais au niveau de la culture, c'est comme, moi-même, quand je me promène dans le quartier chinois et tout ça, je trouve que, c'est un petit peu bizarre ou ça dépend s'ils sont adoptés ou pas, parce que s'ils sont adoptés, ils vont comprendre, mais s'ils sont adoptés, je sais pas, là, ils vont avoir l'impression que je connais pas ma culture. Donc, ça devient difficile, justement, je me connecte, c'est quelque chose de proximal ou de loin de moi. Puis, là, c'est là qu'ils disent s'il y a une différence s'ils sont adoptés ou non. Je vais quand même pas me tenir avec la gang d'Asiatiques, là, tous les jeunes les appelaient de même. Fait que s'ils sont adoptés, ça marche, mais la gang d'Asiatiques, ça marche pas parce qu'ils ont une culture asiatique plus forte que les jeunes adoptés n'ont pas. Puis, là, quand je leur demandais comment tu penses que les Québécois ils voient ça, par exemple, les gens qui viennent du Vietnam, puis là, c'était un petit peu délicat, il y avait une perception un petit peu négative, mais quand je demandais comment tu penses que les gens, par exemple, si le jeune a été adopté du Vietnam, ils voient les Québécois, là, c'était très idéalisé. Là, c'est comme un beau, ils admirent ça, puis ils trouvent qu'on est bien, puis on est chanceux, puis là, j'entends encore les mêmes mots que les parents ont dû parler. Donc, il y avait quelque chose par rapport à un petit enjeu d'idéalisation de part et d'autre. Au niveau de la socialisation culturelle, donc ce que les parents sont souvent encouragés à faire, de transmettre la culture d'origine de l'enfant, le niveau de socialisation culturelle était très, très, très faible. Il y avait une participante qui se distinguait un petit peu du groupe parce que sa mère, elle faisait davantage d'efforts vraiment pour transmettre la culture d'origine. Sinon, c'était comme, des fois, on mange de l'asiatique, je me disais, mettons, c'est bien large comme activité. Mais, donc, il y a une seule participante qui vraiment se distinguait de la gang parce que sa mère l'avait préparée à ça. Une autre qui se distinguait parce que sa mère l'avait préparée à l'éventualité d'être victime de discrimination. Puis ça, je trouvais ça bien cute. Quand j'étais au primaire, ma mère, elle venait me chercher. Puis elle était en avant, moi j'étais en arrière dans la voiture, puis elle me disait des insultes, puis il fallait que je réponde. Puis comme ça m'est venu vraiment vite. Mais là, je trouvais ça, j'avais l'image, de la petite assise derrière, puis sa maman qui l'insulte, puis qui elle répond. Mais ça a fait son effet, maintenant elle est à l'aise avec ça, puis elle se laisse pas intimider, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Puis fait qu'il y a 3 personnes qui se distinguent vraiment par rapport à ça. La troisième, c'est vraiment comme au niveau identitaire, il y avait plusieurs enjeux dans sa famille, puis ça rendait impossible, je pense, pour elle de s'identifier autant à la culture québécoise qu'à sa culture d'accueil, puis, d'origine. Puis il faut qu'on s'identifie. Le processus d'identification, c'est comme ça qu'on se construit, par rapport à nos parents, on prend ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on se dit je prendrai pas ça, puis on le répète plus tard. Donc, pour elle, c'était comme un entre-deux qui fonctionnait pas, fait qu'elle a décidé d'investir complètement une autre culture qui avait pas de lien pantoute, puis vraiment, elle était bien into it, là. Fait que, elle, ça a été sa façon de résoudre son conflit identitaire. Parce que, comme je disais, des fois, ça a l'air comme négatif, mais c'est magique, c'est fascinant. La jeune, elle a trouvé le moyen de réduire cette dissonance-là qui ne fonctionnait pas pour elle. Mais de l'extérieur, on se dit, voyons, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est quoi comme exemple? C'est là que j'ai pas nommé la culture, parce que je trouve que ça venait facile. Vu que le monde est petit, je trouvais que ça venait facile, mais c'est comme si...
Puis, tu sais, ça avait pas de lien, là. Tu sais, j'aurais dit la culture américaine, mais elle est pas assez. C'est comme si on est. Ah, ben moi, j'aime beaucoup le Guatemala, je tripe là-dessus. Puis, tu sais, la fille, exemple, est adoptée du Vietnam, puis elle investit cette culture-là. Fait qu'il y avait comme un clash, là, qui de l'extérieur fonctionnait pas, puis en dedans d'elle, ça avait l'air de maintenir définitivement quelque chose. Donc, ben, les participants étaient pas mal tous assimilés, bref. Ils se perçoivent comme Québécois. Là, il arrive un enjeu par rapport à leur apparence physique. Donc, je me perçois comme Québécois, mais c'est sûr que, tu sais, quand je me regarde dans un miroir, ouais, je suis pas vraiment Québécois, mais en même temps, je suis pas plus asiatique, fait que là, je peux pas vraiment dire que je suis asiatique. Fait que ce que les jeunes faisaient pour la plupart, c'est, ben moi, je me définis comme, tu sais, une banane, comme où les parents amenaient ça, tu sais, ben à l'extérieur, j'ai la peau jaune, puis en dedans de moi, ben je suis Québécois, je suis blanc à l'intérieur. Donc là, eux, ils ont cette perception-là d'eux, donc l'identité, c'est co-construit. La famille et les amis les perçoivent comme Québécois aussi, selon leurs propos. Mais là, quand arrive le regard des autres, c'est là que ça devient difficile pour les jeunes de faire du sens. Mais moi, quand je me promène avec ma mère, c'est sûr qu'ils me considèrent comme québécoise. Mais quand je me promène avec mes amis, ben, ils vont aussi me prendre comme québécoise, mais ça dépend parce que soit ils vont me prendre comme québécoise, pas l'allure, mais mentalement, puis ils vont me prendre chinoise physiquement, même si je suis coréenne. Oh, bah, boy! Fait qu'ils, tu sais, on voit qu'ils pensent, là, tu sais, ils pensent loin, puis ils pensent à bien tu sais, c'est complexe pour eux, là, de tout intégrer ça. Cambodgienne, ouais, parce que je suis d'une autre couleur, mais la façon dont je vais m'habiller est plus québécoise dans un sens. Puis là, je trouve ça intéressant parce qu'ils voient, tu sais, ils ont l'impression que les autres vont avoir ce souci-là du détail, de là, eux, qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant comme québécois ou non, comment ils s'habillent, comment ils parlent, comment... Puis ils s'attendent à ce que les autres vont percevoir ça d'eux. Donc ça vient créer définitivement une dissonance parce que eux et leur entourage les perçoivent comme québécois, puis ben, à l'extérieur, c'est pas le reflet qui leur renvoie. Au niveau de tout ce qui est plus dans la grande famille de la discrimination, au départ, il y a ce qui est préjugé, stéréotype. Donc, la forme la plus fréquente de stigmatisation que les jeunes ont vécue, c'est les commentaires désobligeants. Donc, par rapport à l'adoption, ça, c'était vraiment ce qui était le plus souffrant pour les jeunes. C'est comme quand les gens disent « c'est pas tes vrais parents » ou « c'est pas ta vraie sœur ». Il te manque pas tes vrais parents, mais tu sais, premièrement, c'est pas mes vrais parents, c'est mes parents biologiques. Puis il y a ça par rapport à l'origine ethnique. Bon, ils ont des préjugés contre le Vietnam puis contre les Asiatiques. Puis les trois mots qui représentent l'Asie, c'est genre Ching Chang Chang, puis peut-être Ri. Mais vraiment, ce qui venait beaucoup chercher, ce qui amenait plus de détresse, c'est tout ce qui a trait au lien filial par rapport à la famille. Ça venait chercher plus fortement les jeunes. Donc, il y a les stéréotypes. Ben, il y avait l'aspect de l'homogénéité, les deux qui, au niveau plus composante raciale là, de la discrimination, ce qui venait plus chercher les jeunes, c'était l'homogénéité, dans les, comme, parce qu'on vient de l'Asie, on est chinois, il y avait comme pas d'individualité là, pour les jeunes. Ça, c'était un petit peu ce qui venait les chicoter. Puis, ben, il y a des stéréotypes positifs. Puis ça, les jeunes trouvaient ça également difficile parce que il y a l'aspect de la performance scolaire, tout ça. Ben moi, ce qui me fâche un peu, c'est quand ils disent « Ah, tous les Asiatiques sont bolés, puis tout ça. » Ben moi, tu sais, je suis asiatique, mais je suis comme pas très intelligente. Fait que là, c'est comme... En plus, tu sais, ils ont un stéréotype positif. Puis là, si j'y corresponds pas, ben je me sens, tu sais... Fait qu'ils ont comme pas moyen de s'en sortir. La plupart des participants ont rapporté ne pas avoir vécu d'expérience de discrimination. Puis dans leur, tu sais, quand explicitement, puis quand je regardais leur entrevue, il y en avait une tonne. Donc, ce que les jeunes expliquent, c'est moi, je vis de l'intimidation. Puis là, je comprends que dans les écoles, on a fait beaucoup de sensibilisation par rapport à l'intimidation, mais c'est autre chose. Tu sais, la discrimination, c'est quelque chose
ben, je veux pas minimiser du tout l'intimidation, mais ça attaque un noyau identitaire, tu sais, ça attaque la personne en tant que telle, tu sais, pas juste, ben, elle s'habille mal ou, tu sais, il y a comme quelque chose de pire dans cette expérience-là. Puis, au niveau défensif, ben, en parlant d'intimidation, ça leur permet justement d'évacuer cette composante raciale-là, avec laquelle, de toute façon, ils n'arrivent comme pas trop à faire sens. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile pour tous. En fait, c'est pas propre à la situation adoptive. En général, les personnes qui sont victimes de discrimination, c'est tellement souffrant qu'il y a toujours une défense ou un déni qui s'installe. C'est dur de reconnaître, dire oui, moi je suis victime de discrimination ou de racisme, puis d'assumer ça parce que c'est un reflet très négatif sur sa personne puis son identité. Donc, peut-être dans certains cas, j'étais victime de moquerie ou d'intimidation, mais en tout cas, je dis pas que ça existe pas, ça existe sûrement. Puis là, bon, fait que là, il y a comme une difficulté à nommer, bon oui, j'étais victime de ça. Puis en même temps, à nombreuses reprises, il explique avoir reçu un traitement différentiel à cause de son apparence physique. Mais je sais qu'il y a des Québécois, je suis allée à l'école, j'en ai connu beaucoup. Ben, je sais qu'il y en a qui sont assez fermés, ben, ils sont assez racistes, là, mais tu sais, c'est une minorité. Ou ben peut-être un peu à l'école, j'ai été un petit peu intimidée, tu sais. Un peu à l'école, un petit peu intimidée. Puis elle me disait, ben t'es différente des autres, tu devrais pas être ici à l'école, puis tout ça. Puis là, cette candidate-là, elle lit son expérience à son origine ethnique. Je pense vraiment que c'est à cause de mes traits, je pense que c'est ça. Puis ensuite, elle rejette totalement l'idée du racisme. Mais en même temps, je pense pas que je connais du monde qui sont racistes là, à ce point-là. Non, au point de dire, ben je serai pas ton ami. Non, vraiment, tu sais, je connais personne. Fait que c'est vraiment le même discours, là, tu sais, une expérience de discrimination. On appelle ça en psychologie égo-dystone. Quand on est quelque chose qui est égo-syntone, c'est que c'est en harmonie avec soi. C'est quelque chose qui fait partie de qui on est. Donc, on vit une expérience, puis ben, on l'intègre parce que c'est cohérent avec la perception qu'on a de soi. Une expérience de discrimination, c'est égo-dystone. Ça rentre nulle part dans notre identité. On se perçoit pas comme mauvais, on se perçoit encore moins mauvais parce qu'on a les yeux bridés ou parce qu'on a la peau de telle couleur. Donc, on n'arrive pas à intégrer et à faire sens de ces choses-là. C'est la même chose avec un traumatisme. C'est pas cohérent avec qui on est. On n'arrive pas à en faire sens. Donc, c'est un travail de trouver une façon de dire « mais ça fait partie de moi puis c'est correct, ça fait la personne que je suis aujourd'hui ». L'autre stratégie que les jeunes pouvaient faire, c'est se comparer à un groupe qui est plus défavorisé. Donc là, c'était les jeunes asiatiques. Fait que quand ils se mettaient en opposition aux jeunes noirs, ils disaient comme « on est chanceux, on se plaindra pas de rien ». Puis c'est plate, mais ils n'ont pas tort. Donc, quand ils étaient jeunes, ils en parlaient à leurs parents, puis en vieillissant, ils ont arrêté de leur en parler. Puis la stratégie qu'ils ont utilisée, c'est ignorer les commentaires désobligeants. Donc, la discrimination, c'est l'aspect qui est comme vraiment le plus difficile, au niveau justement de l'intégrer au niveau de l'identité, mais en soi, ils ont un rapport à la différence avec lequel ils doivent faire sens au niveau identitaire également. Donc, ils ont, excusez-moi, tous ont dit qu'ils ne se sentaient pas différents, mais tu sais, ils sont différents de par souvent la famille, comment elle est construite, puis de par leur double identité au niveau des cultures. Donc, ils se disent pas différents, mais ils ont beaucoup parlé de justement la différence qu'ils ressentent. Donc, les 3 stratégies que les jeunes ont ça allait vraiment dans 3 cases. Donc, il y avait comme les jeunes qui montraient de l'indifférence. Ben moi, je m'en fous un peu, moi, ça me fait rien. Il y avait des jeunes qui tiraient profit de cette différence-là. Ben moi, ça me rend spécial, ça me rend unique d'être adoptée, ça me rend unique d'avoir 2 cultures. Puis, il y avait la normalisation. Donc, le monde ne va pas vraiment porter attention à moi, vu que c'est un peu normal, là, au Québec. C'est un peu normal d'être adopté dans un sens. Donc, il y a vraiment comme 3 stratégies qui étaient faites. Donc, si on fait un petit wrap-up de ça, les jeunes, leur stratégie principale, c'est s'assimiler à la culture d'accueil.
ils n'ont pas été très, très préparés au niveau de la socialisation culturelle. Puis, cette stratégie-là, ça semble être la plus économique au niveau psychique. Si c'est possible pour le jeune, il va tout simplement s'assimiler à la culture d'accueil. Puis quand c'est pas possible, c'est là que ça devient difficile. Donc, il y avait les jeunes pour qui les expériences étaient plus difficiles, vivaient davantage de confusion identitaire, se trouvaient dans un entre-deux ou même allaient jusqu'à investir une autre culture. Mais ce qui est certain, ce qui ressort, c'est que si le jeune peut s'assimiler à la culture québécoise, puis pas trop se faire discriminer ou trouver la façon justement d'avoir des stratégies qui permettent d'évacuer cette composante raciale-là, il va investir fortement cette stratégie-là de l'assimilation, puis de se percevoir comme Québécois, puis de naviguer comme ça. Il reste, là, il est 1 heure, il reste comme un... Il est 2 heures. Excusez, 2 heures. Il reste comme peut-être un 15 minutes. Est-ce que ça va si on fait ça, puis après on pourra justement plus échanger? Parce que vous n'avez pas suivi ma consigne de sauter dans le... Donc, pour le participant du Ghana, j'ai été forcée de traiter ces données de façon indépendante parce que lui, la discrimination, il en a vécu fortement. Puis il était, il avait la même difficulté à dire oui, je suis victime de ça, mais en même temps, toute l'entrevue portait que sur ça. Puis lui, ça a été une très longue entrevue. Là, on a échangé pendant vraiment longtemps sur comment il vivait ça. Puis il en avait beaucoup sur le cœur. Quel âge avait-il? Il me semble qu'il avait 14. OK. Mais mon autre hésitation, c'est 16, mais je pense vraiment plus pour 14. Donc, chez lui, les enjeux qui sont liés à l'origine ethnique sont vraiment omniprésents. Donc, comme j'ai dit, les expériences de discrimination aussi. Donc, il ne peut pas utiliser des stratégies de déni ou de « moi, j'appartiens à la culture québécoise, puis personne ne se rend compte que je suis noire ». Ces stratégies-là d'assimilation, il ne pouvait pas y avoir recours. Donc là, ça devient un petit peu difficile pour lui parce qu'il se demande un peu, je sais pas trop c'est quoi les éléments nécessaires et suffisants pour pouvoir être québécois. Puis, ce qu'il perçoit, pour être québécois, il faut soit être blanc, soit et ou être né au Québec. Donc, quand les jeunes sont comme... Tu sais, un jeune qui est né ici, par exemple, qui est noir, il voyait qu'il y avait une plus grande facilité pour lui à s'intégrer. Ou s'il est blanc, là, il n'y a pas de problème. Mais dans sa situation à lui, il n'y avait comme pas moyen de trouver une bonne... Le fait d'être noir et être québécois, pour lui, c'était comme un non-sens. À cause, je crois, des expériences de discrimination, parce que c'est vraiment ce qu'il y avait qui ressortait de son entrevue. Donc, cet entre-deux-là, au niveau de l'identité, j'appartiens à qui, ça fait émerger aussi au niveau de ma famille, j'appartiens, quand c'est un court-circuit, si je peux pas appartenir à la culture québécoise, comment est-ce que je peux appartenir à ma famille? Donc là, ça devenait très difficile. C'est le seul jeune qui était vraiment... il faisait énormément de recherches pour retrouver sa famille. Puis dans ses fantaisies, puis il m'a dit « je cherche tout le temps, là, je vais voir, il y a des affaires là, qui disent ton arbre généalogique. » il cherche de sa famille. Puis il a une grosse fantaisie de réunification familiale. Parce que, si je me souviens bien, en faisant toutes ces démarches, il a découvert que ses parents avaient d'autres enfants. Donc, il était peut-être pas le seul, mais lui, il a été placé en adoption alors que les parents ont gardé d'autres enfants avec eux. Puis sa fantaisie, c'est un jour, je vais retrouver un de mes frères et sœurs. Puis là, notre famille va comme être toute ensemble. Puis là, quand il en parlait, le fait que sa famille, que les deux familles puissent être réunies, c'était comme la seule façon où il y avait quelque chose d'harmonieux dans son discours. C'est là que mes deux appartenances culturelles vont faire sens. C'est là que... Fait qu'il y a définitivement quelque chose d'impossible pour lui au niveau de l'identité à intégrer de façon comme plus harmonieuse. Puis, ce qu'il a fait, c'est la stratégie que bien des jeunes noirs utilisent, c'est l'identité, d'investir justement l'identité afro-américaine. Puis cette identité-là, elle est née justement de cette difficulté à appartenir, de cette difficulté justement à être noir dans une société de blancs avec toutes les expériences de discrimination que ça peut amener. Donc, il est très, très fortement investi dans tout ce qui est la culture hip-hop, comment il parle, comment il s'habille, les jeux qu'il fait,
toutes, là. Puis il y a quelque chose, tu sais, là-dedans, un petit peu, tu sais, il y a aussi investi le petit côté délinquant, là, gangster de ça, puis c'est une grosse revalorisation narcissique. Donc, c'est une stratégie qui est reconnue, là, tu sais, par rapport à tout ce qui est gangstérisme ou ces choses-là. C'est, ben moi, j'arrive pas à appartenir à la culture dominante, ben je reprends du pouvoir par en dessous. Tu sais, moi, c'est une culture qui est associée ben, du pouvoir, de la violence, de l'argent, de la réussite, dans tout ce qui est comme condamné par la culture dominante. Donc, on voyait vraiment, quand il en parlait, que ça lui permettait justement cette revalorisation-là narcissique, donc pour son ego, qui était comme fragilisé par les expériences de discrimination, de venir reprendre justement cette confiance-là en soi. Pour ce jeune-là, c'était facile de lier cette impossibilité-là à la culture québécoise, aux expériences de discrimination qu'il vivait. Il était capable plus facilement justement de reconnaître son identité biculturelle était plus forte, il était capable de reconnaître les expériences de discrimination, d'en parler. En même temps, c'était pas toujours facile, mais il s'est beaucoup lié d'amitié avec d'autres jeunes noirs qui vivaient des enjeux similaires. Donc, il dit que lui et ses amis se faisaient régulièrement traiter d'esti nègre. Tu sais, quand t'entends ça, là, puis là, tu sais, pense à sa maman, son papa, tu sais, comment tu outilles ton jeune quand c'est pas ta culture, c'est pas ton bagage, puis c'est comme, il y a quelque chose de vraiment pas évident. Puis lui, il se fait pas d'accroire, il sait que sa vie va être plus difficile que celle d'un jeune Québécois blanc. Il s'attend à vivre du profilage, il s'attend à être victime de discrimination, puis il en parle avec ses amis. T'sais, lui, ça a été ça, sa ressource, pouvoir en partager ce qu'il vit avec ses autres amis noirs, puis de faire, ben, qu'est-ce qu'on va faire, puis on fait partie de ça, puis fait qu'il était quand même très résilient dans ce qu'il vivait. Donc lui, ce qu'il a fait, ben, ce qu'on disait, c'est que l'identité co-construite, le reflet de l'autre, ben, c'est un reflet négatif. Fait que lui, il l'a internalisé, puis il a à tout le moins trouvé le moyen d'en tirer profit, puis d'aller chercher une revalorisation narcissique dans ce qui est comme l'identité là, afro-américaine, comme liée au plus gangster, ces choses-là. Ça, c'est ce qu'on a déjà nommé. Ouais. Donc, si on fait un petit wrap-up, ce que les jeunes vont privilégier, c'est l'assimilation. C'est ce qui est comme le plus facile et moins comme qui demande moins d'énergie au niveau justement psychique. Ce qu'on dit, c'est la solution qui est la plus économique au niveau psychique. Donc, si on vit, plus le jeune en fait vit des expériences de discrimination, plus ça devient dissonant, donc ça fait pas de sens avec qui il est, moins il a de possibilités à avoir recours à l'assimilation. Donc, c'est là qu'il va justement trouver des solutions identitaires alternatives. Donc, il n'aura pas le choix d'investir sa différence et d'en tirer profit. Ce qu'on voyait aussi chez les jeunes asiatiques, ceux qui avaient vécu un petit peu plus d'expérience de discrimination, ils surinvestissaient également leur différence. Donc, c'est une façon de revaloriser notre ego dans ce qu'on vit. Puis, par rapport à ça, on l'avait dit. Donc, la question des enjeux familiaux, à travers mes entrevues, c'est pas quelque chose que j'ai pu vraiment étudier les jeunes avaient de la difficulté à parler de ça, puis c'était pas la majeure non plus de ce sur quoi je m'intéressais. Donc, ce que j'ai compris aussi, c'est comme si ce que les jeunes disaient, tu sais, au départ, je l'ai-tu sur l'autre diapo? Ouais. Tu sais, ce que les jeunes, quand on disait là, au début, que ce que les études montraient au final, c'est on dit, ben, allez-y, tu sais, socialiser au niveau culturel vos enfants, tout ça. Puis on remarque que plus ça avance, moins les parents exposent leurs enfants à leur culture d'accueil, plus ils ont tendance à minimiser les différences, à mettre l'accent sur la culture québécoise, puis ils perçoivent ces deux-là comme étant incompatibles. Ben, tu sais, dans la réalité, là, puis dans le jugement des parents, ben, c'est souvent comme plus vrai que les recommandations officielles des experts. Dans le sens que ces parents-là, là, ils ont juste écouté leur enfant. Ils ont essayé au départ de bonne volonté de leur transmettre leur culture d'origine, puis ça devenait probablement fort anxiogène pour l'enfant d'être exposé à sa culture d'origine parce qu'il ne trouvait pas le moyen d'en faire sens. Son désir, c'est de s'identifier à la culture québécoise, qui est la culture des parents, parce que ce qui est prépondérant comme enjeu, c'est le lien filial.
Donc, c'est comme si le fait de venir exposer l'enfant puis de lui rappeler cette autre partie de soi, menace l'établissement du lien filial qui, ça c'est l'enjeu majeur pour un jeune, ce qui veut, c'est appartenir à sa famille, encore plus un jeune adopté. Donc, je veux juste revenir sur fait qu'il y a tout cet enjeu-là, tu sais, au Québec, sur aussi l'adoption plénière, tu sais, l'aspect que, tu sais, là, on demande de faire de la socialisation culturelle, mais l'adoption plénière, tu sais, t'as le lien filial, là, moi, je suis ta nouvelle famille, je t'adopte, puis c'est comme si on coupe tu sais, légalement, il y a comme plus de lien à la famille d'origine. Tu sais, il y a comme un non-sens quelque part pour un peu, les jeunes, mais un peu, je pense, pour les parents aussi, de se retrouver là-dedans, là. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, la socialisation culturelle, mais parce que c'est de dire, tu sais, il y a comme un équilibre à un moment donné à avoir. Si je fais pas de socialisation culturelle, c'est un peu aussi, j'envoie dans le non-dit le message que, tu sais, cette partie-là de toi m'importe pas, ou elle est pas là, ou elle... Bon. C'est pas, tu sais, il faut faire attention à la symbolique que ça a de pas porter attention justement à l'héritage ethnoculturel. Mais ce que je pense qui est peut-être mieux... Ah, je l'ai pas marqué. Ce que je pense qui est mieux, moi je m'en souviens, mais c'est vraiment d'ouvrir le jeune à la diversité culturelle, tu sais, de mettre l'accent sur son héritage à lui, puis ça c'est ce qu'on devrait faire, je pense, avec tous les jeunes tout court, tu sais, qui aident à préparer aux enjeux culturels, puis à je pense, diminuer les expériences de discrimination, ou tu sais, de les perpétuer aussi, c'est si on ouvre nos jeunes à tout ce qui est diversité culturelle en général. Ben là, il n'y a pas la menace de pourquoi là tu me parles de mon pays d'accueil, puis tu sais, les fantaisies des enfants, là, ça peut être bien fantaisiste, là. Tu sais, est-ce que tu veux me ramener dans mon pays d'accueil? Pourquoi est-ce que cette partie-là est importante? Pourquoi tu remets l'accent sur ma famille d'origine? Pourquoi tu... Fait que tu sais, il y a une importance d'ouvrir le jeune à ça, mais la façon, peut-être une façon moins menaçante de le faire, c'est en ouvrant à tout ce qui est culture plus générale, puis tout ce qui est enjeu de discrimination ou de racisme plus général, puis ça touche, comme j'ai dit, tous les jeunes, pas juste les jeunes qui ont été adoptés, pas juste les jeunes membres de minorités visibles. C'est un travail qu'on devrait faire, je pense, tout court. Puis là, si vous m'avez bien suivi, là, juste pour... Ça, c'est ma recommandation 1. Puis la recommandation 2, c'est suivre votre jugement. Parce que les parents... c'est eux qui le savent. Puis les enfants, c'est du cas par cas, on est tous différents. Puis tu sais, il y a une énorme pression chez les parents de « OK, le dodo, c'est de même, ça marche. OK, l'allaitement, c'est important. OK, si, OK, telle affaire. OK, là, maintenant, les enfants, il faut les coucher sur le dos. Mais tu sais, il y a 15 ans, sur le ventre. » Mais bon, tu sais, les parents, ils se perdent là-dedans. Puis... alors que c'est ceux qui sont les mieux positionnés pour savoir qu'est-ce qu'il faut puis qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc, je pense que c'est vraiment un problème qui est généralisé, qu'on suit beaucoup sur les recommandations officielles, les recommandations d'experts. Puis ce qu'on a vu au départ dans la littérature, c'est que c'était des super belles recommandations d'experts qui n'avaient jamais été validées non plus. Fait que, tu sais, on prend pour acquis des fois que c'est des personnes qui savent plus que nous, mais je pense définitivement qu'en tant que parent, c'est les personnes les mieux aptes, justement, à juger de ce que l'enfant a réellement besoin. Je reviens sur le cas du petit Ghanéen. Oui. Les parents du petit Ghanéen, comment ils dealent avec son identité hip-hop et son identité gangster? Comment tu deals en tant que parent quand tu as un enfant qui est comme ça? En fait, les parents du jeune Ghanéen avaient fait de la socialisation culturelle par rapport à la culture ghanéenne. Donc, ça y passait 10 pieds par-dessus la tête. Mais il y a quelque chose de très normalisé dans la culture, tu sais, afro-américaine et pop, tu sais, un petit peu gangster, c'est quand même hyper répandu. Fait que je pense pas que les parents avaient ce... Tu sais, j'ai fait des entrevues avec les jeunes. Fait que j'ai pas eu ce regard-là des parents, mais je pense que pour eux, c'était comme normal. Tu sais, c'est ce que bien des jeunes noirs font. Tu sais, c'est comme s'il avait la bonne identité au Québec pour sa couleur de peau. Fait que je pense que ses parents laissaient ça aller, tu sais, puis... Tu sais, ils jouaient à Grand Theft Auto, là, tu sais, c'est comme... je connais pas, peut-être vous connaissez mieux, mais tu sais, c'est un jeu vidéo, là, c'est vraiment des gangsters, là, puis là, ils se promènent en auto, puis ils peuvent tirer, puis voler du monde, puis...
Mais ça se vend à des millions et des millions de copies, là. Tu sais, il y a quelque chose tu sais, qu'on cautionne ça. Ça fait partie de cette culture-là. Tu sais, dans les vidéoclips hip-hop, tu sais, il n'y a pas personne qui dit rien, là. Tout le monde est outré, mais ça se vend à des millions de copies. Fait que je pense que les parents se souciaient pas trop de ça outre mesure, là, mais tu sais, je sais pas, j'ai pas eu leur son de cloche non plus, là.